Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bien heureuse de vous retrouver encore une fois pour une autre capsule au-delà du salon. Aujourd'hui encore, ça va être riche en réflexion et en échanges. Alors, avant de commencer, par contre, j'aimerais offrir mes sincères pensées à toutes les familles, le personnel soignant, les proches qui assistent à tant de décès ces derniers temps. Alors, voilà. Tout à l'heure, nous allons recevoir Marie-Pierre Beauséjour, une étudiante au doctorat interdisciplinaire à Concordia. Nous aborderons avec elle la question suivante. Est-ce que la mort, en fait, la prise en charge de la mort devrait être considérée comme un service essentiel, c'est-à-dire couvert par l'État? Et par la suite, se joindra à nous Julien Simard, un anthropologue de la santé et gérontologue social, qui enseigne d'ailleurs à la Faculté d'éducation permanente à l'Université de Montréal le cours de fin de vie et approche palliative. Il nous présentera brièvement ses divers travaux de maîtrise concernant les soins palliatifs, la bonne mort et la souffrance soignante, ainsi que l'histoire et la philosophie derrière les soins palliatifs. Et puis avec lui aussi, nous allons avoir des réflexions sur le danger de la mort sociale et tout ce qui concerne l'accompagnement des personnes âgées atteintes de COVID présentement et tous ceux qui ne le sont pas. Alors voilà, et sans plus tarder, on va se joindre à Hélène par sa fidèle présence qui va nous présenter une de ses autres chroniques super intéressantes. Bonjour Hélène, comment vas-tu? Bonjour, ma belle Poussadi, ça va très bien. Je suis très contente d'être encore ici ce matin pour avoir cet échange-là. On a des très beaux invités. J'ai hâte de les entendre et de leur poser mes questions parce que le sujet me passionne vraiment. Aujourd'hui, j'avais le goût de te parler de rituels Oui. parce qu'on est vraiment dans un temps où on doit réinventer beaucoup de choses en ce moment. Hein. On est déstabilisé, en fait, parce qu'on perd nos repères en ce moment par rapport à tout ce qui se passe avec la pandémie. Bon, moi, c'est sûr que j'ai plusieurs chapeaux, là. J'accompagne des gens en fin de vie, donc je fais parfois dans des maisons de soins palliatifs, parfois à domicile. Je fais aussi des cérémonies funéraires. Donc, par mon action, je suis touchée vraiment par tout ce qui se passe en ce moment. Puis je vois comment les gens sont démunis aussi et dépassés du fait que c'est difficile de ritualiser ce qui se passe en ce moment. On est beaucoup plus dans la frustration, la colère, le manque aussi, parce qu'on voudrait être plus près de nos proches, on ne peut pas l'être comme on le veut. Et c'est très important de se repositionner autrement par rapport à cette question-là, parce que malheureusement, le contexte, c'est ça, c'est pas un choix personnel. Hein. C'est sûr qu'on ne voudrait pas avoir à vivre ça et ne pas pouvoir être auprès des gens qu'on aime quand ils sont en train de terminer leur parcours. Mais il faut quand même y réfléchir puis trouver des nouvelles façons de faire les choses pour pouvoir donner un sens à quelque part, à quelque chose qui n'en a pas vraiment. Et moi, j'avais proposé il n'y a pas tellement longtemps de faire des cérémonies virtuelles parce que ça me touchait énormément que les gens vivent en ce moment des deuils et qu'ils ne puissent pas célébrer maintenant la vie de cette personne-là, en fait, souligner, rendre hommage à sa vie. Moi, je crois vraiment profondément que le rituel funéraire vient boucler quelque chose dans le processus de la mort et de la fin de vie. Et que quand on met ça de côté pour un temps, parce que là, c'est ça qui arrive en ce moment, c'est que les gens vont mettre en suspens des cérémonies, des hommages, des au revoir qu'ils voudraient faire. Mais c'est comme si, à quelque part, on ne se donne pas le droit de recommencer sa vie ou de recontinuer sa vie parce qu'il y a quelque chose qui est resté en suspens. Il y a quelque chose qui n'a pas été terminé. Donc, moi, ça m'interpellait vraiment grandement, puis je me disais, il faut faire quelque chose avec ça. Tu sais, c'est un peu comme si, par exemple, quelqu'un s'est noyé et on n'a pas retrouvé le corps. C'est comme si on ne peut pas vraiment reprendre la vie où elle était avant, entre guillemets, parce que dans le fond, il manque une personne, donc c'est sûr qu'on ne peut pas la reprendre exactement comme elle était, mais reprendre quand même le fil et le cours de sa vie avec un corps qui n'est pas là. Donc, je voyais ça un petit peu de la même façon. Si on ne ritualise pas en ce moment, par toutes sortes de gestes, mais par aussi des propositions comme celle-là, de rendre hommage à la vie, bien, c'est comme si on ne se donne pas le droit. On est en suspens, on est en attente de quelque chose qui va se produire, mais peut-être dans quelques mois seulement, parce qu'en ce moment, c'est sûr que les salons funéraires, hein, ils ne peuvent pas faire de rassemblement. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi, en fait, d'attendre présentement de faire des funérailles plus tard.
mais il y a beaucoup de gens en même temps, là. Donc, ça veut dire qu'au moment où les salons vont avoir le droit de recommencer à faire des funérailles, bien, tout le monde ne pourra pas avoir leurs funérailles dans la même fin de semaine. Donc, ça va se décaler quand même encore de plusieurs semaines et peut-être même de quelques mois. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où le décès est arrivé, s'il n'y a pas vraiment rien eu qui s'est fait personnellement ou en rituel avec un groupe ou avec des gens, ben à ce moment-là, il y a quelque chose qui est en attente, qui n'est pas comme fini, qui est pas moi j'appelle ça boucler la boucle à quelque part, tu sais, d'une Qui est situation. inachevé, en fait. Oui, qui est inachevé, tout à fait. Donc, j'invite beaucoup les gens en ce moment. Moi, je suis beaucoup en réflexion aussi avec une maison de soins palliatifs en particulier où on se dit, bien, c'est important de présenter en fait des outils simples aux gens pour se trouver une façon de ritualiser les choses, et même avant le décès, même au niveau de l'accompagnement. Parce qu'en ce moment, on sait que même dans les maisons de soins palliatifs, les gens ne peuvent pas être présents comme ils l'étaient avant la pandémie. En fait, autrefois, hein, quand on avait les personnes en fin de vie, la famille pouvait se rassembler autour, on pouvait être plusieurs personnes en même temps et on pouvait vivre ce moment-là tous ensemble. Mais là, en ce moment, ce n'est pas possible. Donc, il y a des gens qui ne verront pas leurs proches avant le décès. Et ça crée vraiment une onde de choc, ça crée vraiment un manque, mais beaucoup de frustration aussi. Donc, on est en train de travailler ensemble à trouver des outils pour équiper ces gens-là, en fait, pour leur dire, c'est sûr que ça ne remplacera jamais la présence physique. Mais oui, on peut faire des petites choses. Et je pense, entre autres, juste à se faire soi-même, par exemple, je vais en donner juste quelques-uns, peut-être que ça va aider des gens qui vivent cette situation-là en ce moment à trouver quelque chose pour comme Ça se... sera Oui, effectivement. Donc, ne serait-ce qu'un journal personnel, par exemple, en ce moment, où on écrit vraiment ce qu'on vit par rapport à la situation. Ou encore, on pourrait avoir un échange d'âme, en fait, avec la personne qui est en train de quitter. Admettons que c'est notre maman qui est en train de quitter. On pourrait avoir un cahier personnel qui est un genre de journal où on pourrait ensemble se parler, se dire des choses et répondre avec notre intention sur comment on pense que notre mère nous aurait répondu, par exemple. On peut aborder des sujets ensemble, on peut lui dire comment on se sent en ce moment par rapport à ce qu'on est en train de vivre. J'aimerais tellement être avec toi, mais en ce moment, ce n'est pas possible, mais je veux que tu saches que je suis là quand même. Je te porte dans mon cœur, je t'envoie beaucoup d'amour. On peut allumer des bougies aussi avec une intention tous les jours. Moi, c'est le rituel des bougies dans mon univers est très important. Et ça m'arrive très souvent d'allumer des bougies régulièrement à la maison avec une intention pour quelqu'un ou pour une situation. Et déjà, la lumière d'une bougie, c'est réconfortant, ça amène une certaine paix, ça crée une atmosphère, une ambiance. Donc, on pourrait, en ce moment, les gens qui vivent cette situation-là, allumer une bougie pour la personne qu'ils aiment en envoyant beaucoup leur intention d'amour et de l'envelopper autrement. C'est sûr que ce n'est pas la présence physique, mais il peut y avoir ça. On peut se faire un petit coin dans la maison aussi avec une photo de cette personne-là, avec des objets significatifs, avec notre histoire, une bougie encore là. Et chaque jour, en se levant, bien, aller lui parler, avoir des gens qui prient. Ça peut être une prière qu'on fait au chevet de la photo de la personne qu'on aime, mais ça peut être simplement un échange d'âme aussi où on est en train de lui expliquer ce qu'on vit. On lui envoie beaucoup de belles énergies, des belles choses. Donc, je pense qu'on peut recréer des nouvelles choses pour essayer de trouver un sens à cet événement-là, puis ça permet de s'aider, en fait, à traverser ce moment-là qui est exigeant, mais qui ne peut pas être comme ça l'est en temps normal. Et j'ai vécu récemment une première funéraille virtuelle et j'ai travaillé avec la famille parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un travail très important à faire à ce niveau-là parce que c'est sûr que c'est des méthodes nouvelles, hein, on n'est pas habitué, beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec les plateformes numériques non plus. Mais moi, je croyais profondément qu'on pouvait quand même faire quelque chose d'humain, même si physiquement les gens ne sont pas rassemblés. Et dans cette funéraille-là, il devait y avoir peut-être, je ne sais pas, 75 personnes qui étaient présentes pour la funéraille. Et en fait, on a permis à des personnes de pouvoir rendre hommage, donc de faire des témoignages, comme ça se fait dans les salons funéraires. Et les gens ont même pensé, en fait, j'ai trouvé que c'était une super belle idée. Souvent, on est très émotif quand c'est le temps de faire un témoignage, de parler de la personne qu'on a aimée. Ils ont enregistré, en fait, une vidéo où ils ont expliqué un peu ce qu'ils vivaient en lien avec cette personne-là, raconté leurs souvenirs et tout ça. Et on a présenté la vidéo pendant la funéraille. Donc, eux ont pu être aussi spectateurs à ce moment-là et être un petit peu moins peut-être dans l'émotion que s'ils l'avaient fait en direct au moment de la funéraille, par exemple, au salon.
C'est sûr, choisi des pièces de musique qui étaient symboliques dans leur histoire, mais pour cette personne-là aussi. J'ai créé des rituels. Je me disais, je ne veux pas juste que les gens assistent à quelque chose de virtuel où il n'y a pas de participation. Je voulais que les gens s'impliquent. Donc, je leur ai donné des petits devoirs à faire avant la cérémonie pour qu'ensemble, on puisse vivre ces petits rituels-là. Et donc, il y a eu des photos, des images, de la musique. Il y a des gens dans la famille qui étaient à l'aise avec des instruments, donc qui ont leur façon à eux de témoigner, de rendre hommage, c'était de jouer des pièces de musique qui avaient été aussi symboliques dans leur vie. Donc, ça a créé finalement quelque chose de vraiment très particulier, mais qui a répondu à un besoin. J'ai senti que les gens étaient touchés. J'ai même ouvert mon espace Zoom pour que les gens puissent se rassembler avant, ensemble, sans que je sois là, comme s'ils étaient au salon funéraire puis qu'ils échangeaient entre eux. Et ça a été la même chose après la funéraille aussi. Donc, je leur ai laissé ma salle ouverte pendant 1 heure encore pour qu'après la cérémonie, ils puissent encore se parler ensemble, se faire leurs commentaires, se dire « Ah, c'était tellement beau ton témoignage, merci, je suis vraiment contente, ça m'a touchée. Ah, tu as raconté une histoire que je ne savais pas, que je n'étais pas au courant que ça s'était passé dans la vie de ma mère, par exemple, cette histoire-là. » Donc, ça a amené vraiment une belle réunification des gens. Et il y a quelqu'un qui me passait le commentaire et qui me dit c'était spécial parce qu'habituellement, dans un salon funéraire, on est assis un peu comme à l'école, dans un sens, hein? Puis on voit les gens de dos. Alors que quand on est sur Zoom, on se voit tous de face. Et en plus, le fait qu'on ne peut pas parler tous ensemble, bien, on est obligé d'écouter la personne qui est en train de raconter quelque chose. Donc, on est beaucoup plus attentif à ce qui se passe parce qu'il y a une intervention à la fois. Donc, ça a amené finalement des choses qui étaient très belles. Il y a même des gens qui m'ont dit, j'étais très sceptique sur les bienfaits, en fait, d'une cérémonie virtuelle. Puis ils m'ont dit finalement, non, j'ai été vraiment agréablement surpris. Et il y a même un prêtre qui a assisté à la cérémonie. Je ne savais pas à la base que c'était un prêtre, mais il a assisté à la cérémonie. Puis après la cérémonie, il a pris la peine de m'appeler pour me le dire vraiment de vive voix. Et il m'a écrit un très beau commentaire après sur papier pour me dire à quel point il avait été touché de comment les choses s'étaient passées, puis il dit, moi, ça fait 54 ans que je fais des funérailles et c'est une des plus belles que j'ai vues. Donc, j'étais vraiment très touchée de voir que malgré le contexte, malgré la peine de ne pas pouvoir accompagner nos proches, malgré le fait de ne pas pouvoir faire une funéraille traditionnelle comme on est habitué de le faire, bien, on a créé quelque chose de nouveau qui a répondu quand même à un besoin. Et il y a même des gens qui m'ont dit après, parce que j'ai reçu des commentaires aussi, qui m'ont dit, bien, c'est comme si là, je peux vraiment commencer mon processus de deuil parce que je sens qu'on a bouclé quelque chose. On a pris le temps de s'arrêter. On a rendu hommage. On a témoigné de ce que cette vie-là nous a apporté dans notre vie. Donc, finalement, ça a eu des impacts très positifs, malgré le fait que c'est très différent. Et après la rencontre, quand je leur ai laissé l'espace ouvert pour qu'ils puissent échanger ensemble, je les ai invités à aller chercher un verre de vin, un verre de bière, puis de porter un toast, comme on le ferait à la maison quand dans un salon funéraire, on se rassemblerait après ensemble pour partager un repas ou pour aller au restaurant ensemble. Donc, je leur ai dit, allez vous chercher un verre de vin, une bouteille de bière, puis portez un toast à sa santé. Et quand la pandémie sera terminée, puis vous aurez le droit de vous rassembler à nouveau, je vous invite à créer un autre événement où là, ça va être un événement plus dans la joie de vous retrouver parce que là, vous avez, dans le fond, la cérémonie permet de libérer sa peine aussi, d'exprimer ce qu'on vit par rapport à tout ça. Il y a souvent de la peine au moment des funérailles et c'est correct parce que ça fait partie du processus de deuil aussi. Mais là, comme il y a quelque chose qui a été bouclé, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Il va y en avoir encore, c'est sûr, parce que c'est des vagues, hein, les émotions par rapport au suivi de deuil. Mais je leur ai dit, quand ça va être terminé, rassemblez-vous à nouveau, mais cette fois plus dans la joie de vous retrouver. Un, parce qu'il va avoir la joie justement d'être ensemble, ce qui n'aura pas pu être possible depuis plusieurs semaines, mais aussi pour continuer d'honorer sa vie, de célébrer, de partager ensemble des souvenirs. Donc, ça peut être un autre type de rencontre, mais là où il va y avoir quelque chose de plus festif peut-être à ce moment-là, parce qu'on va s'être permis d'arrêter le temps à un certain moment pour pouvoir honorer cette vie-là qui est passée. C'est vraiment intéressant, Hélène. Écoute, je pense que ça a dû apporter un baume aux familles, certainement, cette nouvelle façon de faire. Ça amène d'autres réflexions également, pas juste par rapport à la mort, mais par rapport à cette façon de faire. Alors, probablement, de cette crise va émerger une certaine bienveillance face à
au rapport à la mort et certainement l'importance de se rassembler, mais peut-être d'une autre façon. Puis là, de façon virtuelle, tu peux aller rejoindre des gens un peu partout à travers les régions quand les familles sont dispersées. Alors, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Mais merci beaucoup, Hélène, pour cette belle chronique. Alors, nous, on va continuer. Alors, donc, en cette période de coronavirus, on sait que des familles endeuillées subissent une double peine, celle de la perte et d'un être cher et justement ne pas être capable de se rendre au salon funéraire et de rendre un dernier hommage tel que souhaité. Ils font également au fait de défrayer des coûts auxquels, justement, ce n'était pas planifié dans leur parcours de vie, si on veut, pour l'instant. Donc, alors là, ajoute à la douleur des familles des dettes funéraires. Alors, récemment, en France, il y a une proposition de loi pour la gratuité des obsèques pour les personnes décédées du COVID-19 a été déposée dernièrement. Et pour faire du pouce là-dessus, on va parler avec notre invitée, Marie-Pierre Beauséjour, justement, étudiante au doctorat interdisciplinaire à l'Université Concordia, où nous allons aborder cette question de est-ce que la prise en charge de la mort devrait être couverte par l'État? Alors, bonjour Marie-Pierre, merci d'être avec nous. Bonjour Marie-Pierre, ça va être un très beau sujet. Oui, alors bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être là aussi, puis surtout pour vous parler de mort, de rituels, de funérailles. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Et merci. Puis, par rapport à ce questionnement-là, du fait que est-ce que l'État devrait couvrir les frais justement et considérer comme toute la prise en charge de la mort comme un service essentiel, d'où vient cette réflexion chez toi, Marie-Pierre? Oui, bien, avec la pandémie, c'est vraiment un contexte spécial pour tout le monde. Ça veut dire qu'on n'a jamais vécu ça, personne. C'est complètement nouveau. Puis, je me suis questionnée à savoir, étant donné qu'on a tous perdu nos repères, que c'est super difficile de faire du sens d'une situation comme ça, je m'étais dit, pour donner un sens, si on veut, à la pandémie, pour que ça serve à quelque chose, peut-être qu'on pourrait réfléchir à l'après, à ce qu'on veut collectivement en tant que société, en tant que groupe, que communauté. Qu'est-ce qu'on voudrait voir apparaître comme structure ou comme service à la mort pour l'après? Parce que là, ce qu'on voit avec la crise actuelle, c'est qu'elle montre des endroits où il y a des problèmes. On le voit avec les CHSLD. C'est vraiment une hécatombe, c'est horrible ce qui se passe, on voit que ça ne fonctionne pas comme modèle. Puis on voit aussi, de l'autre côté, puis là, il y avait d'ailleurs des articles dans la presse là-dessus, que bien, l'industrie funéraire aussi, présentement, c'est la seule voie possible pour les funéraires au Québec, du moins. Puis on voit que il y a certains problèmes financiers qui découlent de ça parce qu'il y a des frais, comme tu viens de le dire, puis des frais énormes que plusieurs familles ne peuvent pas se payer, que ne pourraient même pas planifier dans la vie de tous les jours. Fait que ça me venait de la réflexion, puis ce que je me disais, puis ce que je vais présenter un peu plus loin tantôt, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être changer les structures, peut-être pour diversifier, si on veut, les pratiques, puis aussi, surtout, les rendre plus accessibles à un plus grand nombre de personnes sans égard à la situation financière. Donc, c'est vraiment, c'est une des questions que je me posais avant, mais là, avec la pandémie, je me dis, je pense que c'est le temps là, qu'on essaie de se regrouper le plus de personnes possible, puis de vraiment commencer à poser des actions pour se rendre là. Voilà, donc c'est un peu ça le début de ma réflexion. Et toi, quels sont les constats que tu fais du secteur funéraire au Québec actuellement? Oui. Présentement, qu'est-ce qui est particulier à la loi au Québec, c'est que les Québécois et les Québécoises ont l'obligation de faire affaire avec une compagnie funéraire, ne serait-ce que pour le transport des corps. Donc, c'est obligatoire de faire affaire avec des services funéraires pour ça et aussi pour remplir la déclaration de décès. Donc, au final, ça limite quand même pas mal l'implication des proches dans le décès en fin de vie. Alors que dans d'autres provinces, par exemple, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des familles qui deviennent un peu les responsables en vertu de la loi de la dépouille. Donc, ils pourraient prendre le corps, le transporter eux-mêmes, par exemple, au cimetière ou à l'incinération
c'est ce qui est souhaité, sans nécessairement défrayer des coûts de transport liés à un service funéraire, par exemple. Puis ce que ça fait aussi, c'est que les coûts sont élevés, même pour des services de base. Donc, on parle de, mettons, même une crémation directe. Donc, juste ouvrir le dossier au salon funéraire, faire l'incinération, recevoir les cendres sans avis de décès, sans funérailles, sans rien, mais on parle déjà dans les milliers de dollars, puisque le gouvernement donne aux Québécois, aux Québécoises de 2 500 $ fournis par le gouvernement pour pallier ces coûts-là, mais ça couvre au final pas grand-chose. Puis ça remet aussi la question de la notion de choix. On parle souvent que les Québécois choisissent la crémation, choisissent de ne plus faire de funérailles, tout ça, mais on peut quand même se questionner à savoir si c'est véritablement un choix, parce que là, présentement, avec les coûts élevés des funérailles, ce qu'on se rend compte, c'est que peut-être c'est un choix pour les familles qui ont de l'argent. Sinon, il n'y a pas vraiment de choix parce que tu y vas selon les moyens. Puis ça donne aussi, on peut aussi se questionner si la hausse des coûts des frais funéraires est en lien avec la hausse des corps non réclamés. Parce qu'il y a une hausse présentement des corps non réclamés, surtout dans les milieux qui sont plus défavorisés. Donc, puis surtout aussi des personnes âgées seules, dont les corps ne sont finalement pas réclamés. Puis ça, c'est quand même un phénomène, je pense, qui vaut la peine qu'on se questionne, à savoir qu'est-ce qui cause ça. Enfin, un autre constat que j'ai fait aussi sur, je ne suis pas la seule à le faire là, sur le secteur funéraire, c'est que les régulations funéraires actuelles au Québec ne semblent pas prendre en considération la diversité des croyances, la diversité des coutumes qui sont propres aussi à la population diversifiée du Québec. C'est-à-dire que si pour, mettons, une famille, c'est de coutume d'avoir des funérailles à la maison, par exemple, et de veiller le corps à la maison, il y a des limitations actuellement qui empêchent un peu de faire ça. C'est-à-dire que c'est pas interdit par la loi, mais pratiquement, s'il faut, par exemple, appeler un service funéraire pour prendre le corps de l'hôpital, le ramener à la maison, mais là, tu as 18 heures pour l'avoir à la maison avant de devoir aller le retourner, le faire embaumer, etc. Puis on voit que c'est juste pas difficilement faisable, même si ça se fait. Mais ça se fait déjà au Québec, là. On s'entend, puis ça se faisait vraiment beaucoup aussi quelques dizaines d'années. Mais là, présentement, c'est plus difficile, puis les gens ne sont pas nécessairement au courant non plus qu'ils ont le droit d'avoir d'autres pratiques que des funérailles dans un salon funéraire. Mais je pense que c'est aussi, Marie-Pierre, très personnel à chaque maison funéraire parce que moi, j'accompagne des gens à domicile et j'avais à un moment donné une famille qui voulait exposer le corps de la maman dans la maison. Puis ça a été toute une histoire pour que le salon vienne chercher le corps, le ramène, l'embaume, en tout cas. Puis ils ont fait beaucoup de téléphones avant d'être capables de trouver un salon qui acceptait de le faire. Finalement, ils ont trouvé, mais ça n'a pas été simple. Donc, c'est pas nécessairement, même si c'est possible, c'est pas nécessairement admis dans tous les salons non plus. Exactement, c'est ça, c'est que c'est pas interdit, c'est possible, mais c'est pas accessible, c'est ça, comme tu dis, exactement. C'est tellement compliqué, finalement, ça décourage les gens, puis on préfère faire les choses comme ça se fait tout le temps parce que c'est moins compliqué, c'est connu, et bon, on se laisse un peu guider et mener là-dedans, là. Mais alors, en résumé, il n'y a pas tant de choix que ça, finalement. Non, c'est un peu ça. Oui, il n'y a pas tant de choix que ça. Puis, par rapport au choix, c'est ça, c'est que je m'étais mis à penser, parce que là, notre question, c'est est-ce que ça devrait être un service qui est payé par l'État? Puis là, je me disais, mais il y a un grand parallèle à faire, puis tout le monde un peu qui a déjà pensé à la mort a pensé à ça, j'en suis certaine, à faire avec la naissance. C'est-à-dire que présentement, au Québec, c'est possible d'avoir différents suivis de grossesse avec des sages-femmes, avec des doulas, avec des médecins. C'est possible de choisir d'accoucher en maison de naissance, à la maison, à l'hôpital, avec plus ou moins d'interventions médicales. Il y a de plus en plus d'éducation par rapport à ça pour que les personnes qui accouchent décident ou comme mettons, s'empower, là, si on veut, pour choisir ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas. Puis maintenant, mais c'est pas tout le monde qui souhaite avoir un suivi sage-femme, mettons qu'il y en a un, mais il y a encore du travail à faire pour cette accessibilité-là, mettons, mais on voit qu'il y a une place dans les structures, que ça garantit un petit peu plus de diversité dans les modèles, déjà. Puis surtout, c'est que c'est couvert par l'assurance maladie, puis que
qu'on n'a pas besoin de payer pour avoir accès à des services, à des soins, dans le fond, périnataux. Puis c'est ça, c'est que je me demande si on pensait aux funérailles, à tout ça comme des soins à la dépouille, des soins aux personnes endeuillées. Peut-être qu'on pourrait considérer ça plus comme quelque chose d'essentiel, justement, dont les services de base devraient être couverts en entier par le gouvernement. Puis, ce que ça voudrait dire concrètement, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir une réécriture de la loi sur les activités funéraires actuelles pour rendre possible la tenue de funérailles sans avoir obligatoirement à passer par des salons funéraires, si ce n'est pas le souhait ou si on n'a pas les moyens. Ça pourrait vouloir dire aussi de penser à une collectivisation au sens de nationalisation, là, je ne sais pas trop, de certains services, une collectivisation des cimetières, des crématoriums, des services de transport. Donc, ça serait pris en charge par le public et non nécessairement par l'entreprise privée. Ça voudrait dire aussi de décloisonner un peu, c'est ça, les services. Donc, qu'il y ait plus de gens qui soient en mesure d'offrir des services liés aux funérailles. Un peu, mais c'est déjà ça un peu qu'on voit. Il y a quand même un petit peu plus d'accompagnement qui se fait. Il y a des personnes comme toi, Hélène, qui vont offrir des services pour animer des funérailles, tout ça. Donc, il y a quand même des choses qui apparaissent. Puis c'est aussi de rendre accessibles ces choses-là à toutes les tranches socio-économiques, à toutes les personnes qui le souhaitent. Puis finalement, je pense aussi, c'est ça, c'est une question d'éducation populaire, d'éducation communautaire, pour que le travail aussi des personnes qui font ça bénévolement, l'accompagnement bénévole en fin de vie, l'accompagnement de deuil, c'est souvent bénévole, c'est souvent des femmes qui font ça, pas payées. Mais peut-être qu'on pourrait valoriser ces vocations-là, si on veut, puis les financer plus amplement par le public. Donc, c'est un peu ça qui clôt un peu ma réflexion présentement. Puis, en fond, mon constat général, si on veut, ce serait que ça serait essentiel de rendre accessible à tout le monde ces soins et ces services-là entourant la mort, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Puis, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est de repenser une certaine forme d'organisation sociale au grand complet. Puis c'est ce qu'on sent aussi par rapport à la question de la qualité de vie des aînés. Là, on sent l'urgence de repenser la manière dont ces personnes-là vivent et sont soignées ou non. Puis je pense qu'on pourrait imbriquer un peu cette réflexion-là plus grande du service essentiel de la mort, service essentiel public, si on veut, en partie prise en charge par le public. On pourrait l'imbriquer dans cette grande réflexion sociale. C'est Marie-Pierre, ce que j'observe aussi, c'est que c'est vraiment une image de société. Hein? Puis la mort, il y a vraiment un gros travail à faire là-dedans parce que la mort, c'est tabou encore, même en 2020. Puis c'est une question qu'on commence à peine à aborder là, avec l'aide médicale à mourir. On en parle beaucoup plus maintenant, mais ça reste encore un sujet difficile. Donc, c'est une grosse structure à changer. Puis effectivement, il y aurait beaucoup de travail à faire là-dedans, mais il faudrait aussi qu'au niveau des gouvernements, il y ait une volonté de dire, bien, on reconnaît que cette étape de vie-là est importante et qu'elle doit être aussi accompagnée. C'est possible, hein? J'imagine qu'avec cette crise de pandémie, il va y avoir davantage de gens qui vont s'arrêter sur ce sujet-là, ce constat-là. Puis peut-être que c'est sûr que c'est une grosse structure à bouger, mais ça pourrait déjà commencer par peut-être bonifier la régie des rentes, justement, ou réglementer les tarifications. C'est déjà des petites étapes qui nous mèneraient vers justement une réflexion plus profonde. Puis peut-être à un moment donné, c'est pas un ministère du funéraire, qui sait? Peut-être, oui. Bien, ça pourrait être une idée, c'est ça, mais comme on le voit, c'est sûr que en ayant une vision, c'est ça, c'est comme on dit, c'est ça, c'est un projet de société finalement qui fait une plus grande place à la mort, à la fin de vie. Puis on sait, là, il y a eu des articles aussi qui sont sortis là-dessus. On parle de déni de mort, on parle de repousser la mort ou de l'escamoter ou de faire ça très vite et tout. Mais c'est aussi parce que une des manières de voir ça, c'est que peut-être parce que justement les proches ne sont pas nécessairement appelés à être impliqués, ne savent pas trop quoi faire, ne savent pas trop qu'est-ce qui est possible, il y a une espèce de malaise, ne se sentent pas vraiment compétents non plus, alors qu'au contraire, les personnes sont très compétentes, même si elles ne le savent pas, pour prendre la parole, faire sens, tout ça dans les funérailles. C'est pas juste une seule personne qui est capable de faire ça, les gens sont capables. Mais c'est ça, c'est peut-être de redonner cette confiance-là aux gens de, oui, vous êtes capable d'accompagner, oui, vous êtes capable d'être là, même si vous pensez que non. Il y
il y a quelque chose à faire. Il y a de l'éducation à faire. Puis, ouais, je pense que ce serait le moment, là, tout le monde, on Oui. se met ensemble puis on fait quelque chose. Là. Oui, alors collectivement, ce qu'on souhaite, c'est que les gens soient plus acteurs et font partie de ce processus-là au lieu d'être juste spectateurs et de s'en remettre justement aux maisons funéraires qui portent quand même un grand fardeau de tout ça, l'accompagnement, le côté technique du corps et tout ça. Bien, merci beaucoup, Marie-Pierre, pour ces réflexions, cet échange. Tu peux rester avec nous. On va se joindre, Julien Simard va se joindre à nous pour continuer une discussion qui est tout autre. Alors, Julien, qui est Pierre. de la Ça fait santé. plaisir, merci. Je vous écoute, je reste en ligne. Oui. Merci, Marie. Wow. Alors, Julien, qui est anthropologue de la santé et gérontologue social. Bonjour, Julien. Bonjour, ça va bien? Vous m'entendez? Oui, bonjour Julien, on t'entend bien. Peux-tu nous dire ce que c'est un anthropologue de la santé et un gérontologue social, s'il te plaît? Moi, j'ai justement fait des travaux dans une maison de soins palliatifs que je garde anonyme autour de l'année 2011-2012. Donc, j'ai étudié les rites funéraires en train de se faire, donc les normes soignantes aussi, l'ambiance de la maison, etc. Anthropologue de la santé, anthropologue médical, c'est quoi? C'est qu'on étudie finalement les conceptions de la santé, du corps, de la maladie, de la mort, les transitions, etc., etc. Depuis là, j'ai bifurqué, mais j'enseigne quand même un cours qui s'appelle Fin de vie approche palliative que donnait auparavant Mme Joanne de Montigny, que vous allez recevoir. Oui, dans 2 capsules. C'est ça, je donne ça à des infirmières surtout qui font des bacs par cumul. Donc, c'est très intéressant de dialoguer avec elles, surtout en ce moment, sur la fin de vie dans les institutions de soins. Mais mes travaux en ce moment, ils portent plus précisément sur les personnes vieillissantes, mais pas nécessairement en fin de vie, hein, celles qui ont des problèmes de logement. Donc, mais tout ça est finalement connecté quelque part. Donc, voilà. Je suis un petit peu curieuse, Julien, de savoir, ça a été quoi ton parcours qui t'a amené à t'intéresser à la fin de vie et à la mort, justement? Autour de 2010, je trouvais, je ne sais pas, c'est venu comme ça, puis je me suis dit, on ne la voit pas assez, je ne suis pas assez en contact avec ça, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tout le monde parle de la fin des rites funéraires, j'y crois pas parce que les humains vont toujours ritualiser la mort dans toutes les conditions, même si c'est imparfait, même si c'est comme un besoin fondamental. Donc, je me suis dit, mais quel meilleur endroit que d'aller voir finalement comment ça se passe que dans une maison de soins palliatifs. OK. Donc, c'est d'aller à la rencontre de ça, finalement, qui m'a motivé. Julien, est-ce que tu voulais nous présenter un survol de tes travaux? En quelque sorte, là, mais de façon un peu décousue, mais c'est que je m'interroge beaucoup ces temps-ci avec ce qui se passe avec le COVID sur la question de la dignité. T'sais. Ce fameux concept de dignité qui était au cœur finalement de la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, qui a donné lieu à la loi 2 qui a été adoptée en 2014 légalisant l'aide médicale à mourir. Toute cette idée de la dignité qui était aussi reliée, hein, là je fais juste reposer certains concepts clairs de base, juste pour qu'on se remette un peu dans le bain. Donc, la dignité, dans le concept du gouvernement et de la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, c'était basé, et là je reviens à des considérations matérielles, un peu comme ce qu'a fait Marie-Pierre, qui c'était très bon d'exposer d'ailleurs, sur un peu les conditions matérielles de la disposition des corps et des rites funéraires. C'est quoi la dignité? Comment on la réalise? La dignité, c'est quoi? C'est un contrôle de la douleur, c'est un accompagnement et c'est des conditions spatiales et d'ambiance qui permettent d'accéder, disons, à une certaine paix spirituelle, à une mort accompagnée, disons. Okay? L'ennemi, ça a toujours été, l'ennemi des soins palliatifs, ça a toujours été la mort sociale. Bon, on est d'accord là-dessus. Hélène va être d'accord avec ça, j'imagine. Oui, 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 tout à fait. Donc, comment se battre contre la mort sociale? C'est ça qui a motivé Cicely Saunders au début, Elisabeth Kubler-Ross, c'est ça qui a motivé Balfour Mount et tous les fondateurs, fondatrices des soins palliatifs et tous ceux et celles qui œuvrent aujourd'hui dans les soins palliatifs et dans la fin de vie en général. Donc, là, on s'est dit, on se dote d'une loi. OK, on fait un continuum de soins. On va légaliser l'aide médicale à mourir pour les personnes qui en ont besoin. Là, cet automne, on discutait au Québec et au Canada, évidemment, sur l'élargissement des conditions hautes telles que l'Alzheimer, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui.
Donc, finalement, on prévoit un continuum de soins qui est basé en très grande partie sur des soins palliatifs euh, adéquatement distribués sur le territoire québécois et disponibles à tout le monde dans toutes les institutions de soins, pas seulement dans les unités de soins palliatifs dans les grands hôpitaux des centres urbains, pas seulement dans les maisons de soins palliatifs qui sont maintenant au nombre d'environ 32-33, pas seulement à domicile, parce qu'il y a des excellentes équipes de soins palliatifs à domicile, mais encore là, ça ne relève pas de la volonté des soignants et des soignantes, ça relève d'une distribution politique des ressources. Okay? Je ne me battrai jamais contre les soignants et soignantes ici, je vais toujours viser les politiques. Donc, là, en ce moment, avec la COVID, on voit très bien que ces conditions-là de la dignité, et encore là, ce n'est pas la faute des soignants et soignantes, ont de la misère à être rencontrées. La première étant celle de mort accompagnée, donc l'ennemi de la mort sociale. Donc là, on est devant des situations de mort sociale, on est devant des gens qui meurent seuls. Et ça, c'est notre principal problème en ce moment, bien, évidemment avec la pandémie, mais dans la question du funéraire. On se souvient que la Dr Liu a dit à Tout le monde en parle le 3 mai, je ne sais pas si certains d'entre vous, Oui, c'est ça. ont regardé, mais Oui. que dans la crise d'Ebola, elle se souvenait de la gestion de la crise d'Ebola en Afrique et que les personnes n'avaient pas pardonné le fait de mourir seules. Hein. Là, je la cite, l'humain ne peut pas supporter cela. Mm-hmm. Donc, au-delà, je veux dire, c'est pas au-delà, c'est complètement imbriqué dans ce qui se passe en ce moment, mais il faut absolument réfléchir comment éviter ces morts seules. C'est un gros problème. Je n'ai pas nécessairement les solutions ici en ce moment parce que, je suis chez moi, je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas soignant, mais c'est un problème auquel il faut s'attaquer. Justement, Julien, la mort sociale a plusieurs visages. Est-ce que tu peux élaborer justement, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas cette expression de mort sociale, qui rentrent dans ce... Est-ce que c'est principalement des femmes isolées? Est-ce que c'est des plus démunis, des prisonniers, des détenus? Qui rentrent dans ce moule de mort sociale qui... Bien, ça dépend. On peut, c'est sûr qu'on peut, de l'extérieur, qualifier une situation de mort sociale. C'est quoi une mort sociale? C'est quoi une mort qui s'est produite de manière non accompagnée? Bien, ça dépend de la perception de la personne qui est en fin de vie. Ça dépend de la personne qui peut ou non l'accompagner. L'idée, c'est de dire que est-ce que les besoins d'accompagnement, les besoins de proximité des personnes qui sont en fin de vie sont rencontrés? Je pense que ça devrait être ça notre questionnement. Mais après ça, c'est sûr qu'on peut identifier plein de situations de mort sociale. Donc, c'est quoi, finalement, l'objectif des soins palliatifs, c'est de faire concorder, et ça, c'est le sociologue anglais Tony Walter qui disait ça, faire concorder la mort sociale avec la mort physique. Donc, de ne pas permettre à la personne de couper ses liens avec les autres avant que son corps parte. OK? Donc, l'idée, c'est de faire concorder les deux le plus possible, de garder une présence de personnes significatives et ou de soignants, de proches autour de la personne mourante. Ça, c'est le pari principal des soins palliatifs. On peut le réaliser en soins palliatifs en temps normal, mais même en temps dit normal, donc avant la crise du COVID, il y avait certains problèmes dans les hôpitaux, il y avait certains problèmes dans les institutions, comme vous dites. Et encore là, c'est au-delà de la bonne volonté des soignants. Il y a énormément d'isolement, comme disait Marie-Pierre. Je veux dire, le fait que des corps ne soient pas réclamés, c'est aussi, ça peut être un témoin de ça. Donc, on a un problème sociétal d'accompagnement de la mort. Après ça, à savoir, est-ce que c'est un déni de la mort? Je vais y revenir plus tard, mais je ne suis pas sûr. Je trouve ça un peu fort comme terme. Puis, comment dire, ça oblitère le fait que plusieurs d'entre nous réfléchissent à la mort et vivent avec la mort et accompagnent des gens. Mais la question qu'il faut se poser en ce moment, je trouve dans la question du COVID et au-delà, c'est comment créer en tout temps, en tout lieu, au meilleur de nos capacités, des situations où les gens sont accompagnés lorsqu'ils sont en fin de vie ou lorsqu'elles sont en fin de vie. D'ailleurs, suite au passage de Dr Liu, on voit qu'il y a des règles qui se sont assouplies, là. Parce qu'elle voyait l'urgence de ramener les aidants naturels auprès des proches. On a vu que là, maintenant, je pense que dans les maisons de soins, les proches peuvent accompagner les malades vers la fin de vie. Alors, présentement, est-ce que tu as des échos de comment l'accompagnement se fait? J'ai essayé de trouver des échos. Je relance aux personnes qui nous écoutent qui pourront le mettre en commentaire parce que, tu sais, à distance, on est vraiment
C'est ça, on est dépendant des articles de journaux qui sont écrits ou pas sur certains sujets. Mais j'ai trouvé il y a quelques jours un article de Susan Mintzberg. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une étudiante au doctorat à l'université McGill avec moi, donc je ne la connais pas encore, mais à l'école de travail social. Donc, elle demandait justement, puis je veux juste vous relire ce qu'elle disait pour un peu comprendre les raisons qui étaient derrière cette nécessité de remettre l'accompagnement au goût du jour dans les CHSLD malgré la crise du COVID. Okay? Alors, je cite, « Combien d'autres personnes âgées perdrons-nous avant de comprendre comment surmonter les obstacles bureaucratiques qui empêchent les aidants familiaux désignés de se trouver auprès d'elles? Okay? » Elle dit finalement que pourtant, chaque jour, aux nouvelles, nous entendons des histoires et voyons des images de familles coincées à l'intérieur, terriblement inquiètes, s'efforçant d'établir un contact ou confrontant à l'insurmontable tourment de ne pas avoir pu entrer à temps. Il y a 2 semaines déjà, le gouvernement provincial avait annoncé que dans certaines circonstances, des soignants désignés seraient toujours autorisés à rentrer dans les établissements. Cependant, ils rencontrent toujours des obstacles qui leur bloquent l'accès. Donc, fin de la citation. Évidemment, il y a plusieurs problèmes sur le terrain. Hein. Toutes les différentes institutions sont gérées parfois différemment. Les directives ne se rendent pas nécessairement. C'est des complications bureaucratiques. Je cite encore une fois, « Il est scandaleux de constater qu'alors que des milliers de bénévoles compatissants sont recrutés et formés pour venir en aide aux établissements de soins, des pétitions doivent être lancées pour faire comprendre au gouvernement qu'il faut réintégrer les aidants familiaux. » Donc, comment diable, et là je cite encore, pouvons-nous justifier que les personnes aînées qui sont les plus à risque en cette période de pandémie peuvent être confiées aux soins de bénévoles qui se sont inscrits sur une liste, même sans avoir d'expérience pertinente? Là, on reconnaît la bonne volonté de ces bénévoles, évidemment, plutôt que par des membres de la famille qui possèdent les aptitudes nécessaires et ont toujours été là. Donc, elle pose une bonne question. Puis même du point de vue épidémiologique, on peut se demander si finalement faire entrer une personne externe dans une institution, que ce soit un bénévole, ou pourquoi pas un membre de la famille? C'est ça la question qu'on peut se poser ici. Je n'ai pas nécessairement la réponse, mais c'est un peu le même problème qui nous taraude quand on dit « réouvrons les écoles », mais n'ayons pas de contact avec des personnes proches. Donc, au point de vue épidémiologique et statistique, ça semble être soit l'un ou soit l'autre, mais là, apparemment, il faut faire des choix. Et ce n'est pas nécessairement les choix les plus, les plus éclairés pour permettre aux personnes d'être accompagnées en fin de vie. Évidemment, il y a un problème. Hein, on s'entend. Là, je m'en vais du côté des funérailles, mais je vais revenir à l'accompagnement après. Je cite Jean-François Nadeau qui écrivait « Au Québec, une cérémonie funéraire en Abitibi est liée de près à une contamination à la COVID-19. Une quinzaine de personnes ont été déclarées positives à la suite d'une cérémonie d'adieu qui s'est déroulée le 13 mars à Rouyn-Noranda. » Donc, évidemment, tout ce qui entoure le funéraire, la présence des gens doit être restreint, malheureusement. Mais on peut se demander si on ne permettrait pas, si ce ne serait pas plus facile de permettre aux gens d'être accompagnés par des proches. Et si on ne devrait pas remettre entre leurs mains la décision de prendre le risque ou non d'être contaminé par la COVID, plutôt que de laisser des bénévoles qui sont aussi des personnes externes aux institutions de prendre ces risques-là. C'est ça la question que Susan Mintzberg pose. Je vous laisse y répondre. On n'aura malheureusement pas la réponse, nous autres non plus, mais c'est une belle réflexion à faire quand même parce que c'est une problématique tout de même très importante là, en ce moment. Oui. Est-ce que tu crois qu'après cette crise-là, l'accompagnement, justement, va être vu d'une nouvelle façon? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle façon de faire? Est-ce qu'on va avoir davantage, les gens vont faire davantage peut-être une demande à être éduqués face à ça? Est-ce qu'il va, parce que là, on voit qu'avec les soins palliatifs, il y a des formations, des cours, il y a un intérêt, il y a des gens qui s'informent justement puis qui veulent participer à des séminaires, à des choses comme ça. Est-ce que tu penses qu'après cette crise, on pourra peut-être établir des bases pour justement bien former les gens, les familles, en vue d'accompagner? Parce que là, ils n'ont pas le choix de s'y intéresser. Là. On est en plein dedans. Là. Absolument. Bien, je pense que oui. Je pense que ça va. Puis je finirai là-dessus pour vous permettre de passer à l'autre intervenante. Bien, évidemment, oui, je pense que oui. Puis je pense que plusieurs des événements qu'on vit vont être traumatiques. Puis ça va prendre de plus en plus de discussions autour de la mort puis de la fin de vie. Mais ce qu'il faut exiger, par contre, c'est des ressources suffisantes. C'est des ressources suffisantes pour les proches aidants et proches aidantes. C'est des ressources suffisantes en termes je veux dire, il faut construire plus de maisons de soins palliatifs là, ou d'institutions qui ressemblent aux maisons de soins palliatifs.
qu'ils soient des espaces où il y a 10, 12 personnes en fin de vie et non pas des dizaines et des dizaines ou des gens dispersés sur les étages des hôpitaux. Donc, il y a un travail d'infrastructure, un travail de ressources, il y a un travail d'appui. Je veux dire, pour accompagner la mort de façon adéquate, pour être là en présence, il faut ne pas être embêté par le travail. Évidemment, le travail est toujours souvent en contradiction avec le soin, hein, on s'entend, le care. Donc, comme Marie-Pierre disait, c'est aussi des considérations matérielles. Il faut arrêter d'être seulement dans le psychologique puis dans le relationnel. C'est super important, c'est fondamental, mais moi, j'amène une perspective peut-être comme Marie-Pierre, un peu plus matérialiste, en disant « OK, c'est bien beau, mais tabarouette, on veut des congés de mortalité qui soient pas juste 3 jours, là. On veut 2-3 mois. Là, il faut l'argent derrière aussi. Absolument. Donc, j'espère que c'est cette conscience politique-là qui va émerger de ça. Oui, je suis d'accord avec toi, Julien, parce que je dis partout où je vais qu'on prend une vie à aimer quelqu'un et on nous donne quelques jours pour l'oublier. C'est un non-sens. Ça, c'est une aberration. C'est un crime. Bien, merci beaucoup pour ces discussions enrichissantes et ces réflexions sur lesquelles on va partir. Puis j'espère que ça va germer dans la tête de bien des gens à se questionner, puis collectivement à se rassembler pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, justement, pour que cette mort solitaire devienne davantage une mort solidaire. Exact. Merci à vous. Merci Marie-Pierre pour le passage également. Alors, nous, pour notre dernier segment, on va aller à la rencontre de la belle artiste Maryse Le Gagneur, qui est justement harpiste, thérapeute et qui accompagne en soins palliatifs avec ce bel instrument. Alors, bonjour Maryse. Bonjour. Bonjour Marie, c'est un honneur de t'avoir avec nous. Puis en plus, la harpe, c'est céleste comme son. Hein? C'est un instrument qui est très particulier, puis que ça soit utilisé en soins palliatifs. Moi, je trouve ça vraiment génial. Là. En fait, musique. Ouais. Effectivement, Hélène, c'est un instrument qui est un peu qui est un peu particulier. J'aime bien dire que c'est un instrument qui est charismatique, parce qu'on ne le voit pas souvent. Ça reste encore un instrument rare. Puis, il y a des études qui ont démontré que c'était un des instruments qui était le plus proche de la voix humaine, et particulièrement de la voix d'une femme. Intéressant. Donc, ce son-là, on a des cordes vocales, hein? Et ça, ce sont des cordes tendues de nylon. Donc, qui se rapprochent vraiment de la voix humaine, mais particulièrement de la voix d'une femme. Et c'est là où je pense que c'est un instrument qui apaise particulièrement, parce que la référence de la maman qui rassure, qui berce, qui fredonne, c'est quelque chose qui est vraiment universel et qui va au-delà des cultures, des traditions. Donc, quand on vit un choc, quand on vit une tristesse, ce son-là va venir vraiment, comment je pourrais dire ça, aller jouer dans ces références-là, très lointaines. On a tous été bercés, presque tous du moins, mais en grande majorité, par une voix douce quand on était enfant et même plus tard aussi dans la vie. Et ces recherches-là aussi ont montré autre chose, c'est qu'il y a plusieurs instruments qui sont utilisés en musicothérapie. On pense par exemple la guitare, le piano, la flûte, qui sont des instruments avec des sons magnifiques. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les instruments traditionnellement qui sont utilisés en musicothérapie prennent à peu près entre 6 et 8 minutes avant vraiment qu'on observe des changements significatifs au niveau des fonctions telles que la respiration, le taux d'oxygène dans le sang, etc., etc. Avec la harpe, à l'intérieur d'une minute, on voit déjà tout de suite donc les fonctions, les fonctions vitales qui vraiment tendent à aller vers justement l'apaisement, le taux d'oxygène qui augmente, etc., etc.
Donc, dans le fond, il y a une belle logique là-dedans aussi d'intégrer cet instrument-là en soins palliatifs. Comme tu dis, on a été soit bercé par une maman, une grand-maman aussi, hein? Puis c'est Ouais. des femmes qui prennent soin dans l'univers des soins. Il y a beaucoup de femmes qui sont présentes aussi. Donc, il y a quand même, c'est intéressant de voir cette vision-là. Merci Ouais. de nous partager. Puis, juste avant de vous en jouer, je veux juste aussi amener un élément, c'est que c'est pas mon idée à moi là, d'aller en soins palliatifs. Puis un jour, je me suis réveillée, puis je me suis dit, tiens, je vais aller jouer de la harpe en milieu de soins palliatifs. L'idée, en fait, d'amener, en Amérique du Nord, l'idée d'amener une harpe, principalement aux soins palliatifs, vient d'une femme, donc on parle encore justement d'une femme soignante, qui s'appelle Therese Schroeder Shaker. Donc, c'est une Américaine de la côte ouest des États-Unis. À la fin des années 60, début 70, elle travaillait, si ma mémoire est bonne, comme préposée ou infirmière, et elle accompagnait déjà des patients en fin de vie, et elle a réalisé que bon, ben, la musique, avait beaucoup de propriétés pour calmer les gens, bien entendu. Sauf que Madame Therese Schroeder Shaker était aussi une harpiste et spécialiste de la harpe au Moyen Âge. Donc, elle a décidé d'aller à l'abbaye de Cluny en France parce qu'à l'abbaye de Cluny, au Moyen Âge, c'était les bénédictins. Les bénédictins avaient la fonction de soigner les personnes en fin de vie. Alors, les bénédictins étaient des très mauvais soignants, ce n'étaient pas des bons médecins, mais c'était des très bons accompagnateurs pour l'âme. On est vraiment là dans une tradition monastique, bénédictine, chrétienne. Donc, accompagner l'âme comme on accompagnerait le Christ sur la croix, c'était vraiment très, très, très important. Et les bénédictins ont laissé toute une mémoire de ces chants, parce que c'était principalement des chants grégoriens. Ils ont laissé toute une mémoire écrite de cette musique-là d'accompagnement vers la mort. Et Therese Schroeder Shaker est retournée aux États-Unis avec ces manuscrits-là. Elle les a transférés à la harpe et elle a commencé à accompagner les patients avec la harpe. Et ça a été... tout le personnel a été vraiment impressionné du travail d'accompagnement des âmes de ces souffrants-là. Et tellement que les médecins se sont intéressés à ça, les infirmiers, le corps médical, et ils ont décidé de faire des recherches et de pousser la chose plus loin jusqu'à former une discipline qui s'appelle la musicothanatologie. Oh. Et la musicothanatologie, ça le dit bien, c'est une forme très pointue de musicothérapie utilisée seulement en fin de vie et qui utilise seulement la harpe et la voix. Et ça fait son chemin, ça fait des écoles, ça a été même à un moment donné aussi enseigné à l'Université d'Oregon. Je ne sais pas si ça s'enseigne encore aujourd'hui. Ben, je vais écourter mon histoire pour vous dire que c'était beaucoup des chants religieux parce qu'on a puisé dans un registre musical bénédictin chrétien. Et pour certaines personnes qui n'étaient pas de cette allégeance religieuse, ça causait problème. Et donc, la musicothanatologie a comme éclaté et plusieurs autres croyants en la musique en fin de vie se sont appropriés un petit bout de musicothanatologie et l'ont adapté à des fins différentes en milieu hospitalier qu'on appelle la harpe-thérapie. Alors moi, j'ai été formée aux États-Unis au Bucks County Community College dans un programme en Pennsylvanie qui s'appelle Bedside Harp. Et donc, j'ai appris à jouer de la harpe en milieu hospitalier. Et voilà, donc cette harpe-là, elle a été faite spécialement par des luthiers pour jouer en milieu hospitalier.
Donc, j'ai joué pendant des réanimations cardiaques, j'ai joué dans des ascenseurs, j'ai joué dans toutes sortes de contextes en milieu hospitalier, mais vraiment, mon cœur a été tout de suite vers les soins palliatifs. Donc, c'est ce que je fais depuis à peu près 2012. J'accompagne les personnes, oui, en fin de vie, mais aussi les personnes qui sont bien portantes, mais qui vont vers la fin de vie. Ce que j'entends par là, c'est comme dans les CHSLD, on en parle beaucoup. Pendant plusieurs années, j'ai accompagné des personnes qui sont en CHSLD. On le sait que la fin de vie va arriver, on ne sait pas quand, dans combien de mois, mais pour moi, j'ai toujours une conscience que ces gens-là ne vont pas retourner à la maison. Ces gens-là, ceci est leur dernière demeure. Oui, en fait, moi, souvent, quand je parle de cette clientèle-là, je vais dire qu'ils sont sur leur chemin de fin de vie. Oui, c'est ça. Ça peut dire, c'est pas comme s'il y avait un cancer et qu'on sait qu'il reste à peu près 2 mois, mais c'est leur chemin de fin de vie quand même. Je trouve ton histoire vraiment fascinante, Maryse. Belle histoire. Voulez-vous en écouter un peu? Bien sûr. Donc, j'improvise beaucoup. C'est une improvisation. C'est dans une gamme que je joue très, très, très souvent en fin de vie. Alors, je m'excuse à l'avance pour la qualité du son. On le sait bien qu'on est, voilà, avec les moyens du bord. Mais toute l'intention est là.
magnifique. Merci, Marie. Ça me donne des frissons. Je peux très bien imaginer une personne rendue en fin de vie là, qui écoute un bel instrument comme ça. Là, ça vient tellement nous chercher. C'est comme si ça connecte ailleurs dans notre corps. C'est pas, ça se passe pas au niveau du mental. Hein. C'est vraiment un ressenti, une connexion. C'est tout à fait magnifique. C'est beau de te voir aussi, Maryse. Tu es emportée, tu nous transportes avec toi, puis juste jouer cet instrument-là avec les doigts qui sont allés, là. C'est tout un ensemble, c'est toute une œuvre. Merci beaucoup. C'est vraiment comme une méditation en même temps, Maryse. Hein? Ah oui, c'est... Moi, pour ceux qui l'entendent, là, je vois ça vraiment comme un temps de méditation. Oui. Je vous dirais que pour moi, c'est vraiment un service. Quand je vais dans un milieu de soins, pour moi, c'est vraiment là, je suis en service. Je suis là pour servir quelque chose. Quand j'ouvre une porte, je ne sais jamais qu'est-ce que je vais trouver derrière la porte. Donc, on est face à du grand mystère. Je ne sais pas non plus qu'est-ce que je vais jouer. Je ne sais pas combien de temps je vais jouer. Je ne sais pas si la personne devant moi va décéder. Je ne sais pas si... Je sais rien, en fait. Je ne sais absolument rien. Puis, c'est ce qui m'a vraiment happée, moi, par les soins palliatifs. C'est que j'ai eu l'impression de trouver comme une niche quelque part dans cette société-là où le mystère a encore sa place. Puis de dire on ne sait pas, puis que c'est correct et bien reçu, tu sais. Parce que je le sais pas. Moi-même, je le sais pas. Puis je pense que ça me demande à moi-même de me mettre à la même page que la personne devant laquelle je suis, qui me laisse rentrer chez elle, dans sa vie, dans ce dernier moment-là. Donc, c'est un peu aussi comme une danse. Puis pour moi, l'ultime de cette relation-là qui se développe avec le patient, la personne qui est là, c'est vraiment le silence. C'est ce moment-là, c'est d'arriver au silence, puis que le silence soit confortable. Donc, ça fait du bien aux personnes en fin de vie, mais ça fait du bien aussi aux bien portants. Donc, je suis vraiment contente de vous en avoir joué aujourd'hui. Moi, j'appelle ça un silence qui est plein. Oui. Il y a des silences vides, mais il y a des silences qui sont pleins. Je serais curieuse de juste à savoir la réaction des gens, parce que c'est effectivement, tu l'as bien dit, c'est pas un instrument qui est commun, qu'on voit beaucoup. On sait que ça existe, on voit ça dans des films, mais tu sais, c'est rare qu'on connaît des gens qui en jouent puis qui s'en servent aussi dans notre à part d'en faire quelque chose de très personnel. Mais comment les gens réagissent quand tu commences à jouer? Ils doivent être émus souvent, hein, même. Ben, c'est une super bonne question. Je trouve que j'ai beaucoup de chance à me promener dans des corridors d'hôpital avec cet instrument-là parce que j'ai pas un sarrau blanc, parce que j'ai pas un stéthoscope, parce que je suis pas là pour apporter une mauvaise nouvelle. Donc, en général, quand les gens me voient arriver, ça vient avec un sourire. Ça vient forcément avec un sourire. Quand je commence à jouer, parce que souvent, même quand je suis dans le corridor, je joue. Je joue. Donc, souvent, les gens vont sortir de la chambre, les parents, les amis, ceux qui veillent, ils vont sortir. Souvent, il va y avoir ce geste-là, la main sur le cœur. J'ai rarement à parler. Je parle pas beaucoup. J'ai pas besoin de parler. Mon instrument dit tout. Et moi, c'est pas tant moi qui fais le travail, mais je suis au service de cette affaire-là. T'sais? Donc, c'est une relation. Puis, ça crée aussi un environnement qui permet beaucoup de choses. Je vais vous donner une petite anecdote. À un moment donné, je suis rentrée dans une chambre et ça, c'était aux soins palliatifs à l'hôpital Notre-Dame. Je suis rentrée donc dans une chambre et c'était une vraie scène là,
quotidien de fin de vie, c'est-à-dire qu'il y avait une dame qui lisait son journal, une autre qui était assise, je pense qu'elle prenait une collation, et tu avais le corps qui était là. Ils m'ont permis de rentrer dans la chambre, je les ai remerciés, j'ai remercié le patient qui était inconscient, soit dit en passant, et j'ai remercié le patient de me laisser rentrer chez lui. Puis j'ai joué. J'ai joué un bon bout de temps, et là, pendant que je jouais, je me suis rendu compte que la dame qui lisait son journal lisait encore son journal. Celle qui semblait manger une collation mangeait encore une collation. Et dans ce temps-là, tu te poses la question, pour qui je suis en train de jouer? Est-ce que je joue pour tout le monde? Est-ce que je joue juste pour une personne qui est en fin de vie, qui est inconsciente? Je mets des grandes guillemets, parce que très souvent, les inconscients réagissent très fortement à la harpe. Puis à un moment donné, j'ai comme un peu joué pour tout le monde, puis j'ai senti que c'était le temps de laisser le silence puis de m'en aller, et je suis partie. Et plus loin dans le corridor, à peu près une minute plus tard, les deux dames sont venues derrière moi, les yeux pleins d'eau. Et elles m'ont serré la main, elles m'ont dit « Tu n'as pas idée de ce que tu viens de faire pour nous, ça fait des jours on n'arrive pas à pleurer. » Tu nous as permis de pleurer la personne qu'on aime. Wow! Hey, j'ai des frissons. Ouais. Moi-même, j'en ai en vous racontant l'histoire. Moi-même, j'en ai. Tu dégages beaucoup de sérénité aussi. C'est vraiment une belle extension de ton instrument, Maryse, parce que je t'ai vue à plusieurs reprises dans différents événements, puis effectivement, tu n'as pas besoin de parler parce que tu as une grâce naturelle, puis tu as vraiment une douceur en toi. L'instrument te va comme un gant, si on peut le dire comme ça. Et je comprends que ça vienne toucher les gens à ce point-là. Puis comme c'est un instrument qu'on n'a pas accès facilement, bien, ça vient vraiment nous toucher, mais c'est le fun de voir que sans même penser que ça a un impact, ça a un impact. C'est drôle, moi j'ai comme une image, quand tu disais que tu marchais dans les corridors, dans les couloirs avec ta harpe, comme un ange avec qui passe. Ben, tu sais, c'est sûr que cette référence-là, l'imagerie de l'ange revient souvent. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est un instrument qui est très aérien aussi. Je vous ai joué dans une gamme qui permet ça. C'est une gamme dans laquelle je ne jouerais pas dans cette gamme-là si on me demandait de réanimer un patient, comme ça m'est déjà arrivé. Ça, je joué c'était cette demande-là. Oui. Donc, c'est l'hôpital qui t'a approché pour te demander d'accompagner une réanimation. Ça, je suis fascinée. Ça, c'était aux États-Unis quand j'ai fait mon stage. J'ai fait mon stage en milieu hospitalier. Puis j'ai eu des grades à passer. Grade 1, tu joues dans l'ascenseur. Ben voyons donc, pourquoi on me fait jouer dans un ascenseur? Moi, je veux jouer où est-ce qu'il y a de l'action, je veux jouer, tu sais. Non, grade 1, tu joues dans l'ascenseur, vas-y, puis raconte-moi après ton expérience. Mais dans l'ascenseur, c'est un lieu de transition. On est entre les étages. C'est un lieu où est-ce que, on dirait que le temps s'arrête. Il y a des gens qui ont des décisions extrêmement importantes à prendre, puis qui les prennent dans l'ascenseur entre deux étages. Il y a des patients qui sont dans l'ascenseur. Donc, on m'a fait jouer là pour réaliser que effectivement, c'est un lieu, c'est comme une bulle. Ensuite de ça, tranquillement, j'ai comme gradué et on m'a amené, alors aux États-Unis, on m'a amené à jouer en anglais, c'est CCU, soins intensifs. D'accord? Et là, je suis aux soins intensifs, ça fait peut-être 2 semaines. Donc, les médecins autour sont familiers à ma présence. Ça leur fait grand bien au personnel soignant. Et là, je compétitionne. Là. Je compétitionne avec le téléviseur qui est allumé 24/24, qui joue CNN, le stress du monde qui court partout, les sonneries. En fait, tout ça, ça vous donne une bonne idée. Et à un moment donné, comme ça arrive souvent, il y a un code bleu. Et là, évidemment, c'est le rush. Le personnel soignant rush dans cette chambre-là. Et là, il y a un médecin qui m'attrape par le bras en courant et dit
We need you, we need the harp therapy right now. Ah. Là, je comprends qu'on s'en va dans un code bleu. Je dois jouer de la harpe pendant une réanimation où est-ce que tout le monde est énervé. Et puis, là, tu arrives là, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais jouer? Qu'est-ce que je vais jouer? Alors, ce que j'ai fait, j'ai joué en do parce que le do, ça ground. Quand on fait un beau home, le fameux faut que ce soit le do. Parce que ça ground, c'est ce chakra-là, c'est le chakra racine. Donc, c'est ce qui ramène. Quand je joue pour des enfants à l'Institut Marie-Enfant, des petits bouts de chou qui traversent vraiment des grosses épreuves, très souvent, je vais commencer en do pour les calmer, pour les ramener et sur le rythme d'un rythme cardiaque sain. Parce qu'il y a un effet d'entraînement avec la musique. Alors, j'ai joué une berceuse pendant la réanimation. J'ai joué sans arrêt. Et le patient est revenu. Le patient est revenu. Il est revenu. Et là, je suis sortie de la chambre. J'étais un peu ébranlée moi-même parce que c'était pas quelque chose que j'avais déjà fait. Et là, un petit peu plus tard, j'ai croisé ce médecin-là. Elle est venue me voir. Elle a dit, c'est la 4e fois qu'on le réanime aujourd'hui. J'ai dit quoi? Elle m'a dit, c'est la 4e fois. Et elle m'a dit en anglais, this patient needs to go. Oh mon Dieu! Ouais! Mais moi, je n'avais pas cette information-là. Puis elle m'a dit, c'est la famille qui s'acharne à le ramener à chaque fois. Elle a dit, c'est épouvantable, on est obligé à chaque fois d'aller le réanimer. Mais là, moi, je me suis dit, mais si j'avais su ça, j'aurais pas joué en do. J'aurais joué plus quelque chose comme je vous ai joué tantôt, qui est très aérien. Si je dois jouer, parce que j'offre aussi des méditations, des méditations musicales au chevet des patients, puis je joue beaucoup dans la gamme que je vous ai jouée tantôt parce que ça permet de partir. On est dans des modes plus aériens, on est dans quelque chose de beaucoup plus éthéré, tu sais? Donc, c'est une aventure à chaque fois que j'ouvre une porte, chaque fois que je rentre dans cette relation-là, moi je dis c'est un gros plongeon dans l'expérience humaine et je suis extrêmement privilégiée parce que à chaque fois j'ai l'impression que ces patients-là m'apprennent à vivre. C'est carrément ça. Tu dis, Marie, puis nous aussi, on était privilégiés d'avoir pris part à ça, à cette célébration-là à travers ton instrument, ne serait-ce que l'instant d'une berceuse. Mais écoute, merci beaucoup pour cet échange, puis ce partage intime aussi de ton expérience personnelle auprès des mourants. Et puis, au plaisir. J'aurais parlé avec toi toute la journée. Tu es tellement intéressante. On s'en reparlera encore. Parce que tu as fini en disant les patients m'apprennent à vivre. Moi, je fais de l'accompagnement, je ne fais pas de la musique, mais c'est exactement ça que je dis aussi. C'est un univers très intime et très privilégié parce qu'effectivement, on apprend de l'être humain. C'est vraiment un contact très particulier. Mais je trouve ça le fun d'écouter ton expérience aussi puis de le voir à travers la musique. Puis moi, je trouve ça vraiment fascinant.
Merci infiniment pour ce beau cadeau. Ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Prends soin de toi, Maryse. Merci. Au revoir. Bon, mais Hélène, la semaine prochaine, nous, on va avoir une grande visite également. Un artiste extraordinaire, un rocker, un chanteur du groupe Les Hôtesses d'Hilaire, M. Serge Brideau, qui, lui, va venir témoigner de son parcours dernièrement où il a troqué sa guitare pour les vêtements de préposés aux bénéficiaires. Alors, il est retourné dans sa communauté acadienne pour prêter main forte et devenir tout comme Maryse, un ange qui va prendre soin de ces gens qui ont tant besoin de nous et de ses soignants. Et puis, je te remercie, Hélène, pour ta participation aujourd'hui. Et c'est intéressant, tes cérémonies virtuelles. Ça va porter à... Il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui. Là. On va cheminer avec ça. Puis, je pense que ça va être des sujets de discussion également à élaborer, je le souhaite, davantage dans un avenir approché. Alors, nous devons cohabiter avec ce virus, n'est-ce pas? Sans savoir combien de temps encore. Mais la chose qu'on sait, c'est qu'il nous a permis de porter un autre regard sur la complexité du vivre et surtout du mourir. Alors, la fin de vie n'est pas une affaire personnelle, hein? C'est une aventure collective. Parce que ça concerne celui qui va mourir, sa famille, ses proches, le corps médical et la société tout entière. Alors, ce n'est pas non plus en refusant la réalité de la mort et de notre propre mort que l'on peut empêcher la mort d'arriver. Alors, je vais conclure en disant que c'est en acceptant que les humains meurent qu'on peut mieux apprendre à les aimer. Alors, tu as tout à fait raison, ma belle Poussadi. D'ailleurs, la naissance, c'est accepter naturellement que c'est une étape normale de notre parcours, mais la mort aussi en fait partie. Et en fait, c'est à ça que ça sert aussi au-delà du salon, de pouvoir continuer à explorer ces sujets-là, à transformer les perceptions et à échanger avec des gens qui la côtoient aussi, puis qui nous apprennent à vivre au travers de ça. Oui, puis sous différents angles auxquels on n'aurait jamais pensé également. Alors, merci à tous d'avoir été présents avec nous. Prenez soin de vous, puis à très bientôt.